Bienvenido, Bernard Toulier, un gran amigo de la Argentina, que ha estado en varias oportunidades de visita, pero también trabajando en distintos talleres, cooperando con los argentinos para redescubrir el patrimonio. En el día de hoy estamos en la costa atlántica, en Ostende, en el viejo Hotel de Ostende, que es un poco el lugar de fundación de todo este gran emprendimiento que se fue transformando a lo largo del tiempo. Es interesante porque es el momento del verano y es una ocasión apropiada para reflexionar y charlar sobre los sitios balnearios, la arquitectura balnearia. Bernard ha trabajado mucho sobre este tema a lo largo de sus últimos años de carrera y a su vez ha preparado una gran exposición que está en exhibición en la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en Palais Chaillot actualmente. ¿Cómo es, Bernard, que te aproximaste y te interesaste y trabajaste en estos últimos años sobre los sitios y la arquitectura balnearia? Cette architecture balnéaire fait suite en fait à toute une démarche sur l'archéologie monumentale, mais cette archéologie monumentale n'est pas simplement descriptive, elle est pour moi un message anthropologique sur les habitants qui vivent dans ces lieux, sur ceux qui ont conçu ces lieux, les architectes, les commanditaires. Et le balnéaire est un élément transversal qui permet de pouvoir voir les différentes communautés qui vivent au bord de la mer. Ces différentes communautés, c'est d'abord des transferts de communautés qui sont entre la ville et le bord de mer, mais également ce sont des colonies anglaises en France, des colonies russes en France, mais aussi des agrégations de pratiques sociales ou culturelles qui permettent de mieux comprendre les sociétés. Es realmente sí un fenómeno interesante el de los sitios balnearios en la arquitectura balnearia, particularmente en los países de este lado del Atlántico, probablemente en comparación de Europa, América y América Latina tiene un litoral de los dos océanos que realmente se ha ido transformando a lo largo del tiempo, a pesar de que en el área, digamos, latinoamericana de la colonia española, salvo los puertos, el resto de las fundaciones han sido en territorio mediterráneo, en el centro del continente. Hubo algunos puertos importantes y después la mayoría de las ciudades no fueron costeras, sino fueron dentro del continente. Y bueno, y la cuestión de la arquitectura balnearia entonces y de los sitios balnearios aparece como un tema de exploración, creo yo, en los años 60, 70 aproximadamente. ¿Cómo es que, yendo a la historia de los sitios y de la arquitectura balnearia, aparece esa noción? Porque realmente es un concepto y una construcción moderna, ¿no es cierto? En réalité, la construction balnéaire, le concept du balnéaire est une variante du concept du thermal. Ce thermal, ces villes thermales, qui étaient très ouvertes au XVIIe et au XVIIIe siècle en Europe, ne permettaient plus d'accueillir toutes les personnes qui venaient des villes, notamment pendant la révolution industrielle, la première révolution industrielle anglaise. Et donc, dès la première moitié du XVIIIe siècle, les Anglais de Londres ont émigré dans la partie sud et, avec l'avis des médecins, se sont mis à prendre les eaux froides, c'est-à-dire prendre l'eau et par immersion, prendre l'eau également pour pouvoir la boire et la rejeter de façon à ce que tous les miasmes de la ville puissent, à travers les poumons, à travers les glandes, repartir.
C'était les traditions médicales du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on sait que ces traditions médicales curatives sont importantes et ont été importantes pour essayer de vaincre la tuberculose, par exemple. Mais de la partie curative anglaise, on est venu à faire cette tradition médicale sur l'ensemble du nord de l'Europe et ensuite du sud de l'Europe. C'est donc à partir de la tradition anglaise médicale, on peut dire, que s'est répandue cette façon de prendre ce que l'on appelle en France le bain à la lame. La lame, c'est la lame de la vague, et donc la vague permettait donc de boire cette eau. Maître baigneur, vous plongez dans l'eau et vous buviez légèrement de l'eau, une fois, deux fois, trois fois, et ensuite vous rejetiez l'eau. C'était donc la façon de pouvoir réellement avoir une médication qui était nécessaire pour tout le monde. Cette médication, en fait, prenait peu de temps, c'est-à-dire elle prenait 1 heure ou 2, on se reposait, mais après, on devait se promener et il y avait le divertissement. Et le divertissement était indispensable pour pouvoir comprendre la vie balnéaire. La vie balnéaire, c'est certes une vie médicale au début, mais c'est surtout une vie de plaisance. Une vie où l'on se promène, où l'on se parade, où l'on se fait voir à travers la Rambla, donc à travers les digues promenades, à travers les casinos qui permettaient d'avoir des salles de bal, des salles également de jeux, pas toujours de jeux d'argent d'ailleurs, et des salles de rencontres. Et c'est cette rencontre, ce divertissement, ce plaisir que l'on avait qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'ensemble du monde occidental, y compris les États-Unis. À ce divertissement, il y avait des divertissements spécifiques, notamment les divertissements, je dirais, attractifs, des parcs d'attractions à l'anglaise qui se sont répandus beaucoup aux États-Unis, mais qui, dans le nord de l'Europe, n'ont pas fait fortune. Donc, il y a plusieurs variantes des divertissements fermés, à l'intérieur donc de pièces vastes et très décorées, qui peuvent aller du divertissement sensoriel avec la musique, donc des salles de musique, des salons de musique, comme il y avait ici même dans l'hôtel, ici on a vu un salon de musique, mais cette musique-là était une musique que l'on entendait pendant toute la journée. Également, au niveau sensoriel, c'était de pouvoir être en communion avec le panorama. Donc de voir des panoramas à travers des belvédères, à travers des lieux de découverte, et donc d'être en contact avec la nature. Ces divertissements aussi étaient des divertissements, certes sociaux, qui permettaient de se rencontrer, de paraître, mais de se rencontrer, et de se rencontrer entre soi, et c'était un lieu de rencontre et de mariage. Quand on avait une fille à marier, on le faisait savoir. Comment ? Eh bien, on descendait dans l'hôtel, on donnait sa carte donc à l'hôtel, et ensuite le journal de la plage, qui était édité dans chacune des villes, disait « Monsieur et Madame X sont descendus dans l'hôtel d'Angleterre avec leur fille ». Et donc, on allait voir dans le hall de l'hôtel la fille à marier, et la salle de bal n'était pas très loin, et ça permettait d'organiser des rencontres. Ceci, donc, dans la première période. Mais ces pratiques-là, je dirais, d'ostentation, de plaisir et de divertissement pour peu de personnes, ont changé à partir de la crise économique des années 30, et il a fallu faire ce qu'on appelle un tourisme de masse. Là aussi, lieu de rencontre avec les clubs de vacances, les villages de vacances et une autre organisation. On n'avait plus besoin de la Rambla, on n'avait plus besoin de la digue promenade pour se montrer, mais on avait besoin des lieux toujours entre soi
pour avoir un village de vacances qui permette de retrouver une communauté. Ces éléments-là, aujourd'hui, on les a encore de façon assez présente. Dans le club Méditerranée, par exemple, qui est un club de tradition à la française, mais qui a été vendu au niveau du concept dans le monde entier. Et les Chinois viennent de racheter le concept du club Méditerranée. Et donc, on peut dire que le monde asiatique et le monde occidental partagent aujourd'hui les mêmes types de plaisirs balnéaires. Ces types de plaisirs balnéaires ont évolué aussi dans le sens de l'individualité. On est devenu, ce n'est plus la famille renouvelée ou la famille entière qui est au bord de l'eau. On peut être seul au bord de l'eau, jouer au Robinson Crusoe et avoir donc le plaisir de faire du bateau. Donc, autre pratique sociale, c'était la pratique du bateau qui a emmené les marinas, qui a emmené les cités lacustres et qui permettait de ne plus avoir la plage, de ne plus avoir également à paraître, mais simplement de pouvoir faire du bateau pendant un certain nombre de jours dans l'année. Ça aussi, c'est le plaisir balnéaire. Donc les plaisirs balnéaires se sont diversifiés, multipliés, et on est revenu à des plaisirs balnéaires individuels et sensoriels dans les spas et la thalassothérapie. La thalassothérapie en bord de mer se fait avec les algues, avec l'eau, et permet, en tout cas là aussi, d'avoir des divertissements les plus diversifiés qui permettent de rendre agréable un séjour qui est de plus en plus fréquent, avec de moins en moins de temps, mais ce séjour est fréquent parce que bien sûr, l'ensemble des lieux, des espaces de loisirs et des temps de loisirs augmente, et également que le nombre de personnes et la démographie sur la planète augmente. Muy interesante, es todo un panorama de la evolución desde esa concepción de salud, de higienismo, ¿no es cierto?, ese como bautismo, ¿no? Es muy interesante que los ayudaban a los bañistas, una suerte de enfermeros, digamos, que estaban al borde del agua y los ayudaban a bañarse, ¿no es cierto?, como un bautismo, con toda una cuestión de sanidad y de salud, ¿no es cierto? Y que también me resulta muy interesante que es la saturación de los lugares termales que hizo que se fueran a hacer ese tipo de trabajo o de tratamiento al borde del mar. Y lo que también es muy curioso, viendo el catálogo y viendo todo el trabajo que hay en la exposición, porque hace un panorama muy completo de todos los sitios balnearios, que hayan nacido en el norte de Europa, ¿no es cierto?, donde generalmente son climas fríos, o los asociamos acá en América Latina, climas fríos con lluvia, con cielos nublados, ¿no es cierto?, distinto del Mediterráneo. Y asociado también a las primeras estaciones balnearias como de élite, ¿no es cierto?, donde iban y después se fueron popularizando y fueron dando distintos grupos que se fueron yendo a estos lugares. Además de todas estas variables que tienen que ver con lo higienista, con la salud, con el entretenimiento, con, digamos, el contacto con la naturaleza y, digamos, las dos partes del planeta, lo terrestre y justamente la playa es el borde entre lo terrestre y lo marítimo, ¿no? Hay una dimensión de todo lo que es los sitios balnearios, que es la cuestión inmobiliaria, comercial, ¿no es cierto? A partir de esas fundaciones de los balnearios, hay toda esta cuestión que ustedes también en toda esta presentación en Chaillot hacen de esa dimensión inmobiliaria comercial que tienen los sitios balnearios. Donc c'est d'abord un produit touristique.
Et le produit touristique, c'est un produit économique. Comment faire de l'argent avec le balnéaire? Que ce soit dans une société capitaliste ou une société socialiste. C'est très simple. Les dunes ne valent rien. Donc, quand j'achète les dunes, j'achète du sable, j'achète rien. Et je vais essayer de valoriser un bien que j'ai acheté très très bon marché. Pour le valoriser, je prends toutes les réclames touristiques, toutes les réclames économiques de valorisation par le lotissement. C'est-à-dire que je prends un lot de plusieurs dizaines d'hectares que je vais mettre en petites portions pour pouvoir lotir, c'est-à-dire pour pouvoir construire. Et je vais prendre un bénéfice. Quand à Arcachon, les deux banquiers Pereire achètent toutes les dunes d'Arcachon en 1857, 15 ans après, ils les revendent avec 174% de plus. Donc, en très peu de temps, je peux faire d'énormes bénéfices. Et donc ça va attirer les banquiers, les personnes qui ont le ferrocarril, donc le chemin de fer, puisque c'est une destination des chemins de fer supplémentaires. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les banques, les sociétés de transport, les sociétés également de casinos, pour faire de l'argent dans la ville balnéaire, tout ça, ce sont des sociétés par action qui agissent à l'intérieur, et c'est une chaîne en continu, et on retrouve les mêmes actionnaires qui actionnent tous les leviers du produit touristique. Et donc on a retrouvé, pour la France par exemple, que la Compagnie internationale des wagons-lits était une compagnie par action, mais également possédait une filiale qui construisait des grands palaces. Elle-même, cette filiale-là, avait une autre filiale qui était des filiales de funiculaires qui permettaient d'aller du Grand Palace au casino. Et bien sûr, elles étaient actionnaires en partie du casino. Donc, depuis votre transport jusqu'au moment où vous preniez votre porte-monnaie pour aller au casino, tout ça, c'était les mêmes actionnaires. Donc, cette réaction en chaîne du produit touristique existe encore aujourd'hui. Lorsque vous faites un village de vacances, lorsque vous allez au club Méditerranée, ou est-ce que, eh bien, c'est toujours les mêmes chaînes qui vont s'enrichir, je dirais. Donc, ça, c'est un produit économique. Et donc, ce produit économique évolue selon le climat économique. Le climat économique, on en vient d'en parler, des années 30, la récession économique des années 30 va bouleverser totalement et va faire arrêter certains chantiers. La guerre également, ou les guerres, vont faire arrêter également certains chantiers. L'autre crise importante, c'est la crise pétrolière. Pour l'ensemble donc d'une grande partie de la planète, et spécialement de l'Occident qui vit avec l'automobile, il est sûr que la première crise des années 73, la seconde crise des années 79, va faire le holà de tout un système économique du balnéaire. On va faire des produits moins chers, et également il va y avoir aussi au niveau économique plus de temps à consacrer à aller au balnéaire. Donc un nouveau produit va se faire jour dans les années 90. Mirando toda esta evolución y toda esa variable económica dentro de los sitios balnearios, de toda estos grandes proyectos que después se transforman en una cadena de, digamos, negocios ligados a lo balneario, está también esta cuestión ecológica, ¿no es cierto?, que surge justamente, como decías, de la crisis del petróleo y después de las crisis económicas cada vez más seguidas que va teniendo Occidente y todo el mundo. En este sentido,
y con estos problemas ecológicos, muchos de estos balnearios que están al borde del mar van a tener que, si se producen los pronósticos, se confirman los pronósticos de elevación del nivel del mar, adaptar todas esas urbanizaciones, ¿no es cierto?, que hay en distintas partes del planeta, ¿no es cierto?, en el borde del mar, tanto, digamos, de vivienda. Es muy interesante, en el catálogo señalan en la introducción que aproximadamente un tercio de la población del mundo vive en ciudades al borde del mar. Es todo un tema. Pero, digamos, ya dejando un poco este panorama social, económico, me gustaría que nos pongamos un poco en el tema, en los temas que siempre hemos hablado, y es el tema de la arquitectura y de la urbanización balnearia. Y este boom que tuvo a partir, sobre todo, de mediados del siglo XIX, donde los modelos urbanísticos balnearios, los modelos arquitectónicos de los distintos tipos de edificios, digamos, se globalizan de alguna manera y empiezan a haber transferencias de un balneario a otro, no solo de los programas, sino de las arquitecturas, ¿no es cierto?, de las construcciones balnearias. Il est certain qu'il y a eu une naissance et une évolution de l'urbanisme balnéaire qui est tout à fait extraordinaire. On a suivi au départ les cadastrations romaines ou les cadastrations de colonies, c'est-à-dire un quart d'eau et un décumanus, comme on les a fait dans toutes les villes d'Argentine, donc un plan orthogonal quadrillé. C'est le plan orthogonal quadrillé qu'on retrouve fait en 1874 à Mar del Plata, par exemple. Sur ce plan orthogonal quadrillé, par exemple aussi celui donc de Montevideo, par exemple, à Ramírez ou à Pocitos, on va plaquer deux éléments essentiels de la première génération de l'urbanisation balnéaire, qui est cette digue promenade parallèle à la mer et au niveau perpendiculaire, un axe perpendiculaire qui va partir de la jetée du Pierce, ou en tout cas de l'estacade qui est dans la mer, qui va conduire à l'établissement de bain, au casino et aux grands hôtels. La perspective va s'ouvrir sur les galeries commerciales pour pouvoir se terminer sur les sports de plein air pratiqués dans les golfs, les tennis, etc. Donc ça, cette première génération d'urbanisation balnéaire va être celle qui va être la plus répandue jusque dans les années 1910. Une deuxième génération d'urbanisation qui va aussi suivre les urbanisations européennes va être le principe de la cité-jardin, c'est-à-dire du plan paysager dans lequel on va aménager donc des éléments d'architecture, mais avec non plus un élément de front de mer en ligne, mais au contraire des éléments sinueux qu'on retrouve à côté d'ici à Carrillo, mais qu'on retrouve également en radioconcentrique à Pinamar. Donc, dans les deux éléments, on a là donc une nouvelle urbanisation adaptée à la villégiature. Et aujourd'hui, pour faire court, on a aussi d'autres types d'urbanisation qui sont en fait des urbanisations par surdensification, comme à Miami, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, mais on veut encore avoir son appartement sur la mer, même si on ne va pas sur la plage. L'important, c'est d'avoir sa piscine soit au sommet de l'immeuble, soit derrière l'immeuble. Et donc, on va surdensifier les bords de mer avec des buildings qui vont faire des gratte-ciel, qui vont faire des dizaines et dizaines d'étages. Là, c'est ce qu'on fait donc dans beaucoup de domaines. Et donc, on va avoir des lotissements d'immeubles, aussi bien, et ça se passe aussi maintenant beaucoup au Mexique, c'est-à-dire qu'on surdensifie. Là où ça a déjà été densifié, aujourd'hui, on remodèle. C'est-à-dire que, un peu comme une femme qui commence à se rider, eh bien, on commence à lui mettre quelques maquillages. Et donc, pour rendre moderne
un front de mer avec des immeubles des années 1970, en Espagne par exemple, à Benidorm ou à Barcelone, eh bien on aménage un front de mer et une digue promenade un peu sinueuse sur lequel on plaque des couleurs par exemple ou autres, mais ça change pas le front du paysage, ça change pas vraiment l'urbanisation, vraiment. Ce que l'on fait aussi, qui est beaucoup plus audacieux, mais qui est fou au niveau écologique, c'est qu'on continue à construire des îles artificielles. Ça coûte très cher, mais surtout au niveau écologique, le nombre de béton que l'on doit faire, les pieux que l'on doit faire, etc., rendent le prix du mètre carré plus cher que les mètres carrés à côté de la Tour Eiffel ou à côté des Champs-Élysées ou à New York. C'est des prix fabuleux, mais les happy few qui peuvent être là savent que c'est une île artificielle, et à Monaco, on continue encore à construire sur des îles artificielles en pilotis. Et quand on est donc dans un émirat, à Dubaï par exemple, eh bien on continue aussi à construire sur des îles artificielles nouvelles. Donc ça, c'est une urbanisation folle des dernières années, mais qui ne s'est pas encore arrêtée réellement. Donc on va sans doute tendre à une urbanisation écologique qui va, dans le siècle prochain, changer énormément la donne. Dentro de este panorama de lo balneario, hay una cuestión que me parece que es muy interesante y que muchas veces hemos hablado contigo, Bernard, que es el tema de las transferencias. En ese panorama inicial que nos dijiste, desde Inglaterra pasa a la Europa continental, digamos, las ideas, las formas, las estructuras, las formas de comercialización. Hay dentro de... Y además, dentro de ese movimiento que se transforma finalmente en turismo y es una de las grandes industrias, hay una gran transferencia de todo tipo de materiales, de ideas, de tecnologías, de sistemas, ¿no es cierto?, que forman parte de lo que en el futuro será un patrimonio balneario. Vaste proposition, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec mes collègues chercheurs, qu'ils soient anglais, qu'ils soient en Amérique du Sud, qu'ils soient en Russie, on s'aperçoit qu'on est là, non pas dans un élément figé, une fois pour toutes, qui nous a été transmis par exemple par des Anglais, mais c'est du transfert culturel, du transfert d'immigration, d'idées, de personnes, de produits économiques, de produits touristiques, de produits culturels et bien sûr d'architecture et d'urbanisme. Et donc c'est dans cette mixité, dans ces éléments donc qui nous permettent de pouvoir analyser les différentes influences que se joue le balnéaire. Les Anglais, avec donc leur maîtrise de la métallurgie, vont nous transmettre les pilotis qui vont nous permettre de construire les piers, par exemple, qui vont nous permettre de construire, bien sûr, les ferrocarriles. Mais les Anglais n'auront pas, comme les Français, les casinos. Le casino à la française, pour jouer donc des jeux d'argent, qui dérivent aussi de Bade et des Allemands, dans les villes thermales, qui passent par Monaco pour revenir après par Nice et pour l'ensemble de la France en 1905, ce jeu de casino, on venait par avion en France pour y jouer. Donc les Argentins, par exemple, venaient à Nice pour jouer au casino, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de jouer donc chez eux. Donc
voilà des éléments qui nous permettent de voir qu'il y avait des colonies. La colonie argentine de Nice était à côté de la colonie russe, qui elle-même était à côté de la colonie anglaise, qui elle-même était à côté de différentes autres colonies qui avaient tous leurs petits quartiers différents, avec leur église différente, leur style différent, leurs architectes différents. Et donc, c'était pas justement une juxtaposition de colonies qui faisait la ville, mais c'était aussi une influence des uns entre les autres. Et donc, c'est ce jeu d'influence qui, pour un historien de l'art comme toi, comme pour moi, est le plus intéressant. C'est là où on voit que l'immigration, et là, ici, l'Argentine est un pays vraiment formidable pour étudier ces immigrations, pas uniquement au niveau démographique, mais au niveau culturel également. Donc, ces pays d'immigration sont des pays où, au contraire, on a le plus de richesses dans les transferts. Et c'est donc ces richesses culturelles-là, dans le milieu du balnéaire, qui sont exacerbées. Parce que, bien sûr, la station devait être la plus belle du pays, ou éventuellement rivaliser avec celle qui était à côté. Et donc, quand je construis la Rambla de Mar del Plata, je prends la Rambla qui est la Rambla construite par Léopold II, donc à Ostende, qui est la plus grande Rambla du monde, et je veux faire mieux à Mar del Plata. Et j'ai fait mieux à Mar del Plata, effectivement. Et pendant 40 ans, on aura la plus belle Rambla du monde à Mar del Plata, issue, en fait, des Belges via l'architecte Jamin. Et donc, les transferts d'architectes, les transferts de modèles sont très très fréquents sur le balnéaire et permettent d'identifier, quand je prends à Mar del Plata, là aussi, la villa normande, donc de quelqu'un qui avait déjà son hôtel particulier, c'est Ortiz Basualdo, je crois, donc qui avait déjà son hôtel particulier à Buenos Aires et qui veut se construire une villa à Mar del Plata, parce que c'était dans la norme pour les plus riches d'avoir sa villa et son hôtel particulier. Il prend une architecture néo-normande. Et cette architecture néo-normande, à l'intérieur, il va le peupler, enfin le décorer avec un mobilier Art Nouveau qu'il va aller chercher en Belgique. Et donc, on va avoir là le meilleur donc, des cultures architecturales, des cultures décoratives qui vont être dans le balnéaire. Et ces éléments-là, depuis, je dirais, le pavillon de Brighton du roi en 1820, construit donc pour le roi, qui était un pavillon exotique, pittoresque, etc., jusqu'aux derniers éléments qui se trouvent, par exemple, ici, on aura l'attrait du pittoresque dans le balnéaire, c'est-à-dire de l'éclectisme, mais aussi du pittoresque. C'est pour ça qu'on a beaucoup de constructions, par exemple ici, avec des villas en briques, parce que la villa en briques permet de pouvoir manifestement jouer sur le côté du pittoresque, avec les éléments en toit en double versant, avec les éléments en tuiles, qui peuvent être des tuiles mécaniques, des tuiles en génoise, etc. Et donc, ces influences-là, sur le pittoresque, vont être toujours, malgré l'architecture moderne, l'architecture brutaliste, vont toujours être une constante du balnéaire. Aujourd'hui, lorsque en Chine, on construit un village balnéaire, on le construit totalement en style pittoresque planétaire. C'est le Disneyland, c'est-à-dire dans le Disneyland, on a un peu d'architecture qui viennent de partout. Eh bien, dans le balnéaire, on n'a pas une architecture locale, c'est une architecture entièrement importée. De même également que ça ne concerne pas uniquement l'architecture, mais l'artificialisation du littoral concerne bien sûr toutes les plantes qui sont sur le littoral. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont vraiment locales, exogènes.
toutes les plantes viennent des pinèdes, par exemple, mais ça a été planté et ça rappelle, par exemple, les palmiers aussi sur la Côte d'Azur sont des palmiers qu'on a plantés au 19e siècle. Avant, il n'y avait pas de palmiers, il n'y avait pas d'orangers non plus. Donc, on va inventer un paysage d'urbanisme, paysage dit naturel, mais totalement artificiel, et on va inventer une architecture extraordinaire parce qu'en fait, dans n'importe quel lieu que vous soyez sur le balnéaire, vous avez une expression architecturale qui vient du monde entier. Entonces, en esas combinaciones en las cuales la Argentina fue un protagonista privilegiado, como decíamos, a principios del siglo XIX, que fue como una protoglobalización donde hubo tantas conexiones antes de la Primera Guerra Mundial, después en la década del 20 y el 30, la Argentina tuvo una actitud muy desprejuiciada. Había grupos que eran anglófilos y elegían la arquitectura inglesa, francófilos, estaban los que admiraban en Bélgica, los que veían modelos en Italia, los que veían modelos digamos, de los emprendedores, de los dueños, de los que hacían los grandes emprendimientos, en este caso también balnearios. Y es interesante porque justamente si lo vemos en ese panorama que muestras en la exposición en Francia, hay un momento que fines de los 30 y la primera parte de los 40, casi la década del 40, que a nivel mundial separa la construcción por, digamos, casi la preguerra, la guerra y la posguerra. En cambio, en la Argentina continúa, digamos, todos esos desarrollos y hay algunos que realmente son muy inéditos, casi originales. Y me refiero en el caso argentino al Hotel Provincial y al Casino y la Rambla. Es como el canto final de toda una evolución que viene desde principios del siglo XIX y en este caso inclusive en una mezcla, en una mélange que tiene una arquitectura clasicista francesa en el exterior y por dentro una estructura de hormigón hecha por ingenieros alemanes, la arquitectura es bien conocida de Bustillo, que pone sobre la mesa todo lo que se había explorado en los últimos años en hormigón armado, en arquitectura balnearia. Y a partir de esto, y un poco para cerrar nuestra diálogo y nuestra reunión, es interesante, me parece, que nos comentes un poquito cómo es la preservación, la valoración y la preservación del patrimonio balneario en Francia particularmente, y vos has trabajado mucho sobre este tema y el patrimonio del siglo XX. Pour revenir un peu sur ta présentation sur la continuité argentine de prendre les modèles éclectiques encore pendant très longtemps. Il y a donc l'exemple très intéressant, bien sûr, de la construction ou de la reconstruction de l'hôtel Bristol à Mar del Plata pour en faire un hôtel dans les années 30 qui imite beaucoup, fin des années 30, donc qui imite beaucoup l'hôtel de Biarritz. Et avec une dimension plus importante, bien sûr, et en béton, etc. Ce qui m'intéresse en tant que conservateur du patrimoine aujourd'hui, c'est de pouvoir donner, à voir et à partager ces éléments. En 1993, je me souviens m'être fortement mis en conflit avec le maire de Biarritz pour pouvoir protéger l'hôtel de Biarritz. Parce qu'à l'époque, le balnéaire n'était pas considéré comme du patrimoine. C'était un patrimoine marginalisé. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse en tant que militant du patrimoine, c'est de pouvoir aussi, peut-être, aider avec mes amis argentins à conserver l'image de l'hôtel de Biarritz
à Mar del Plata. C'est-à-dire qu'il y a des éléments exceptionnels à Mar del Plata qui risquent de partir. On a vu ensemble en décembre dernier une villa devant laquelle on va mettre un grand building. Donc c'est cette union sacrée du patrimoine entre tous les patrimoines balnéaires qui est importante à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le patrimoine de Blackpool, par exemple, qui n'a pas été reconnu au patrimoine mondial, on a beaucoup aidé, nous Français, à ce que nos amis anglais puissent progresser dans la protection de ce patrimoine. Vice-versa, on est en train de mettre la promenade des Anglais, malheureusement, cette année, avec beaucoup de difficultés, il y a eu donc une parenthèse néfaste aujourd'hui. Mais en tout cas, cette promenade des Anglais, ça faisait déjà 3 ans qu'on voulait la mettre sur le patrimoine mondial. Et c'est pas pour rien que aujourd'hui on tire sur cette promenade des Anglais, parce que le balnéaire est un des lieux où la représentation occidentale est exacerbée. Et donc cette promenade des Anglais, c'était pas n'importe où que cet attentat a eu lieu. Mais plus généralement, ce qui est important, c'est de pouvoir valoriser, expliquer et partager ce patrimoine. Ici, dans l'hôtel donc du vieil Ostende, c'est de pouvoir faire une exposition pour que tous les gens de l'hôtel, mais également tous les gens donc d'Argentine, puissent venir et voir dans quel contexte on a construit dans les années 1910, 1920 et même par la suite 1940 les différents lotissements entre Pinamar et Carrillo. Quels ont été les liens sur ces lotissements? Quels ont été les principes qui ont permis de pouvoir valoriser le paysage, de construire le paysage, etc. Ce que l'historien aujourd'hui peut faire avec le conservateur du patrimoine, c'est de pouvoir partager pour que ces espaces partagés puissent permettre de mieux vivre ensemble le balnéaire de demain. Sí, es fundamental ese trabajo de valorización y de puesta en contexto, y de contexto hacia atrás en el tiempo y a su vez en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto?, de este patrimonio balneario. Porque justamente, bueno, es muy interesante lo que señalás de esta intención de la promenade en Nice o, bueno, el proyecto de Blackpool, y seguramente aparecerán otros. Sería interesante que aparecieran otros proyectos de piezas de patrimonio balneario para la lista de patrimonio mundial. Porque creo yo que es un patrimonio de la integración y de las transferencias. Y estamos en un periodo de la historia en la actualidad donde estas integraciones, esas transferencias están siendo complicadas. Así que si podemos llegar a trabajar conjuntamente para exaltar los valores de este patrimonio balneario que muestra mucho de esas transferencias, me parece que va a ser un trabajo muy interesante y que puede tener buenos resultados y a manera de ejemplo, ¿no?, de cómo todo ha fluido a lo largo de los 2 últimos siglos, está muy bien representado en este patrimonio balneario. Bueno, te quiero agradecer, Bernard, por este diálogo, este intercambio balneario, justamente en un balneario histórico de la Argentina. Esperemos que el patrimonio balneario siga siendo reconocido, valorizado, que haya acciones como las que haces vos, de historia, de trabajo con preservacionistas, de encontrar las maneras de compatibilizar el desarrollo y el uso de esos lugares balnearios con la preservación del patrimonio y de la memoria de estos sitios balnearios, que, como vimos, forman parte de toda una red, ¿no es cierto?, que se va articulando a partir de principios, fines del 18, principios del 19, desde Inglaterra, se irradia a Europa, con Estados Unidos y también después por todos los demás continentes.
Es interesante estas iniciativas de preservación relacionadas con la gran valorización a nivel de la declaratoria de algunos sitios balnearios en Patrimonio Mundial, porque, insisto, me parece que es una gran referencia respecto de los intercambios y transferencias que tenemos que valorizar en estos momentos, ¿no es cierto?, donde ese tipo de idas y venidas o de transferencias y movimientos no está siendo muy fácil. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias y, bueno, esperemos próximamente volver a encontrarnos con más temas, contigo acá en Argentina o en Europa con más temas de patrimonio. Gracias.